Côté de TVR9 YouTube, juste préciser qu'il est important lorsque vous mettez votre pouce en l'air pour dire que vous êtes pour, de le faire aussi de façon audible. Donc, de bien dire que vous votez pour en enlevant l'espace là, pour que les gens puissent aussi entendre. Et si vous votez contre, même chose. Monsieur le maire, à vous la parole. Je confirme, on me dit que YouTube est commencé. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous souhaiter à nouveau bienvenue à cette deuxième séance virtuelle du Conseil municipal du 4 mai. On avait débuté, mais semble-t-il qu'on a eu certains petits problèmes. Alors, l'adoption de l'ordre du jour a été faite. Monsieur Thomas l'a proposé en retirant le point 23 et Mme Bigny l'a appuyé. Alors, j'avais commencé à lire certains sujets et comme ça ne fonctionnait pas, on va recommencer au tout début. Désolé pour ceux qui m'avaient entendu tantôt. Alors, je rappelle que le mode de fonctionnement est le même que celui de la séance d'avril dernier. Il y aura 2 périodes de questions, une au début et une à la fin. Seuls les résidents pourront poser des questions. Toutes les questions devront être posées via le système indiqué sur notre site web et c'est notre modérateur, le directeur général, qui va les lire. Une très courte introduction à la question sera acceptée et les préambules trop longs ne seront pas lus. La première période de questions sera réservée aux points inscrits à l'ordre du jour. Les autres questions seront lues lors de la deuxième période de questions. Pour les votes des membres du Conseil, chacun devra voter avec le pouce par en haut ou par en bas via leur caméra. Nous vous verrons ici via l'application Zoom. Et si vous avez des questions ou souhaitez demander le vote, mentionnez-le à voix haute. Concernant le COVID-19, vous savez, la situation que nous vivons encore aujourd'hui demeure exceptionnelle. Nous vous en remercions de poursuivre vos efforts pour vous isoler et poursuivre les consignes de notre premier ministre. Il y aura réouverture des commerces et le retour à la normale sera fait graduellement au fur et à mesure des annonces faites par notre gouvernement. Je vous rappelle que nos équipes sont toujours à pied d'œuvre pour continuer de vous offrir des services de qualité tout en mettant tout en œuvre pour faciliter l'application des mesures de distance sociale. En ce qui concerne les récalcitrants aux règles, nous vous rappelons que la Ville n'a pas de pouvoir d'agir contre eux. C'est la police qui détient ces pouvoirs. Nous vous demandons de suivre les règles, sinon nous laisserons la police sévir. En rapport avec les élections partielles, alors je vais laisser la présidente des élections aborder ce point, Mme Anne-Marie Pierrat. Oui, alors comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a un communiqué qui a été émis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation indiquant qu'il n'y avait aucun avis public de scrutin qui pouvait être publié d'ici le 26 juin prochain, ce qui fait en sorte que l'élection partielle pour le district électoral numéro 5 ne pourra pas avoir lieu avant la mi-août prochain. Évidemment, je ne vous donne pas de date ce soir parce qu'on attend de voir l'évolution de la situation au niveau de la COVID-19. Excellent, merci. En ce qui concerne la plainte qui a été déposée au directeur général des élections, je vais m'abstenir de commentaires puisqu'il y a une enquête en cours. Conséquent, s'il y a des questions sur ce sujet, je vous informe qu'elles ne seront pas lues. Terrain sportif et installation. Alors, les terrains sportifs, exemple le tennis, toujours fermés et ça jusqu'à nouvel ordre. Toujours dans un souci de se conformer aux recommandations gouvernementales, la Ville a reporté l'ouverture des terrains sportifs. Les citoyens qui veulent s'entraîner à l'extérieur peuvent emprunter l'un des 6 parcours actifs de la Ville tout en respectant les 2 mètres de distance. Notons toutefois que des travaux de réfection des terrains de tennis sont prévus pour cette année. Alors, on prévoit faire la réalisation des travaux quelque part à l'automne 2020 jusqu'au printemps 2021. Alors, naturellement, les terrains de tennis seront fermés durant cette période. Le Piémont, alors bonne nouvelle, le Piémont est maintenant ouvert. Les barricades ont été retirées vendredi passé. Le stationnement autour demeure toutefois interdit. Il est maintenant possible de circuler sur les sentiers, mais il est important de respecter les mesures de distance sociale. Il est important également de respecter la zone de conservation. Nous vous rappelons que les chiens sont interdits, tout comme les rassemblements, et ce, partout au Québec. La réserve Gold, quant à elle, demeure fermée. Il s'agit d'un terrain privé géré par des intérêts privés. Nous vous référons donc aux responsables de la réserve pour toute question.
La Ville de Mont-Saint-Cyr suit les recommandations émises par les instances gouvernementales en annulant ces événements culturels et sportifs grand public prévus ne pouvant pas permettre l'application des mesures de distance sociale, et ça jusqu'au 31 août prochain. Certains projets demeurent toutefois en cours d'évaluation afin de trouver des solutions qui pourraient permettre leur tenue dans le respect des normes exigées dans le contexte de la COVID-19. La liste des événements grand public officiellement annulés sont affichés sur notre site Web. Concernant le marché public, nous évaluons présentement les moyens et les ressources possibles dans le but de rendre possible la tenue du marché public. Rappelons que les marchés sont considérés comme des commerces d'alimentation qui peuvent poursuivre leur activité dans le contexte. Des scénarios adaptés aux normes de distance sociale et aux règles d'hygiène édictées par la MAPAC seront proposés au conseil municipal. Suivez-nous sur notre site Web et sur notre page Facebook pour les détails à venir. Jardins communautaires. Les jardins communautaires sont considérés, comme vous le savez, des services essentiels. Ils devraient rouvrir au cours de la semaine. Toutefois, il y aura une nouvelle inscription. Aucune nouvelle inscription sera acceptée, et ce afin d'assurer les mesures de distance sociale. Seulement 10 personnes à la fois pourront être admises sur le site. Il y aura différentes règles à suivre, dont pas d'outils communs et accès limité. Communauté, quelques petits rappels en terminant. Une relance des activités est annoncée, c'est vrai, mais la situation a eu et continuera à avoir des impacts sur notre communauté. Je vous invite encore à acheter localement. Les employés de la Ville ont créé d'ailleurs une section dédiée à l'achat local sur notre site Web, dans la section COVID-19. Les listes des entreprises locales offrant des services et mises à jour 2 fois par semaine est également une publicité dans le journal local, comme vous savez, à chaque semaine. Je termine en vous remerciant de suivre les consignes gouvernementales. Je remercie encore une fois nos employés qui travaillent très fort dans le contexte difficile pour maintenir les services aux citoyens. Je voudrais aussi en profiter pour remercier TV9 parce que nous avons sur place 2 personnes pour faire la transmission. Un gros merci à toute l'équipe, puis d'aller au poste. Alors, sur ça, ça fait le tour de mes communiqués. Période de questions, M. Saint-Onge. Alors, bonjour à tous, bonsoir. Alors, il y a quelques questions. J'entends pas. On reste à ça comme ceci. Alors, bonsoir à tous. Il y a quelques questions déjà sur notre forum. Pour le moment, je crois qu'il n'y en a qu'une. Je vais voir s'il y en a d'autres un peu plus loin, là, mais de ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant, qui concernent l'ordre du jour de ce soir. À la lecture, je crois qu'on pourra répondre à l'adoption de l'ordre du jour, puisque ça demande des précisions. Alors, et je reviendrai sur la question peut-être du citoyen. Alors, bonsoir, chers élus. Nous avons appris de sources sûres que la Ville s'apprête à une refonte de son code d'éthique. Question pour le DG. Toutes les questions vous sont adressées, Monsieur le maire, et vous pourrez donner la parole. En quoi consistent les modifications qui seront apportées? Et il y a aussi une question aux membres du Conseil. Est-ce qu'il y a parmi vous qui ont été témoins ou vécu de telles choses lors de votre mandat? Monsieur Pierre Boucher. Je pense qu'on va y répondre à la... On pourrait ramener la question à l'ordre du jour, si vous êtes à l'aise. Peut-être répondre plus à la deuxième question, à savoir l'explication. Ça, vous allez le donner lorsqu'on va arriver à la résolution. Mais il y avait une question à la fin. Exactement. Pouvez-vous répéter la question que tu viens de lire? Oui. Oui, la question aux membres du Conseil qui est adressée à M. le maire, qui peut donner la parole, c'est « Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été témoins ou vécu de telles choses, probablement relativement au code d'éthique s'en vient, lors de votre mandat? » J'aimerais répondre à cette question-là. Oui. Moi, je suis au courant qu'il y a eu une mise en demeure qui a été émise par le maire envers une conseillère, Brigitte Minier. Une mise en demeure, ah oui. Au mois de novembre dernier. Puis donc, je passe la parole à Brigitte pour l'expliquer. Moi, je n'ai pas les détails. Madame Minier. Alors, oui, effectivement, j'ai reçu une mise en demeure le 21 novembre. Je pense que tous les membres du Conseil sont au courant de toute façon.
J'ai reçu ça le 21 novembre, donc dans la semaine des femmes violentées. Fait que c'est ça. Fait que pour l'instant, moi, je ne peux pas discuter davantage puisque j'ai été bâillonnée jusqu'à présent, en tout cas pour le moment. Et non, puis, j'ai été bâillonnée jusqu'à... oui, j'ai été bâillonnée. Si je peux la montrer si vous voulez, Monsieur le maire. Ça ne me dérange pas. Je peux vous la lire même en direct si vous voulez. Vous allez terminer, puis je vais donner mes explications. Ben, vous ferez comme vous voudrez, mais moi, elles sont là. En tout cas, bref, pour l'instant, j'ai été bâillonnée et selon la mise en demeure, j'ai été bâillonnée. Donc, pour l'instant, c'est ça. Fait que je ne dis pas plus. Si M. le maire veut s'expliquer, il s'explique. S'il s'explique, il ouvre la porte. Alors, à ce moment-là, je répondrai aux questions suivantes. Parfait. Alors, la mise en demeure était tout simplement pour un événement, pas pour tout votre mandat. Deux événements. Un événement qui était à la maison amérindienne. Et, non, deux événements. La mise en demeure que je vous ai fait parvenir, c'était pour prévenir des choses qui m'étaient venues à moi. À l'effet, vous étiez pour dire des choses qui auraient pu nuire à ma réputation. Et par conséquent, j'ai préféré vous l'envoyer pour prévenir éventuellement une poursuite. Parce que si je vous allais laisser faire, puis vous auriez fait ce que je prétends, ce qu'on m'a mis comme information, mais vous comprendrez que ça aurait eu des impacts. J'aurais dû vous poursuivre, ce que j'avais pas l'intention de faire. Et d'ailleurs, je pense que ça a donné, ça a porté fruit. Voilà. Ça a porté fruit parce que je me suis tue, parce que c'était inutile de répondre à ça, mais je peux très bien vous répondre. Je peux même la lire en direct si vous voulez, ce que vous m'avez écrit. Non, vous voulez pas. Par contre, vous voulez dire que, ben voilà, ben c'est ça. Mais que vous savez, Monsieur le maire, là, avec tout le respect que je vous dois, OK, c'est pas un événement, mais c'est sur deux événements. C'est écrit noir sur blanc. Je l'ai sous les yeux. Fait que quand vous dites que ça aurait été atteint à votre réputation, vous mettez en doute ma réputation. Alors que moi, j'ai des preuves aussi, puis j'ai des témoins aussi. Alors, je regrette. Qu'est-ce qui vous a empêché? On va arrêter ça là, puisque non, de toute façon, qu'est-ce qui vous a empêché de le dire si vous pensez que ça va... Parce que j'ai fait une plainte à la CMQ et j'ai fait une plainte à la CMQ dans les bons uniformes. Ça n'a pas porté fruit. J'attendais des nouvelles. J'en avais pas eu, malheureusement. Et c'est pour cela qu'on a fait ouvrir la clause de l'éthique et de déontologie. Alors, je l'ai fait. Mais ça n'a rien à voir avec la mise en demeure. Si, ça a tout à voir. Fait qu'écoutez, ça, c'est un problème. Je pense que le public n'a pas besoin de tout savoir. Mais de toute façon, vous avez toujours le don, Monsieur le maire, de tourner ça en votre faveur, pour vous laver de tout soupçon, pour remettre le blâme sur toujours tout le monde. OK? Alors, ça, vous êtes très fort là-dedans, puis je vous félicite pour ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Lorsqu'on m'a donné l'information, j'avais deux choix. Je vous laissais faire, puis si effectivement, les propos qu'on m'a dit, vous l'auriez fait, j'aurais... Mais quel genre de propos? J'aimerais bien savoir quel genre de propos, Monsieur le maire, puisque de toute façon, vous ne m'avez même pas appelé pour savoir qu'est-ce qui allait avoir lieu à la maison amérindienne. Vous ne m'avez même pas téléphoné pour avoir ne serait-ce que le propos. Ben justement... C'est pourquoi vous ne l'avez pas fait à ce moment-là? On n'avait aucune bonne relation à cette époque. Le 6 décembre, vous m'avez envoyé un texto pour me soi-disant me tendre la main. Arrêtez, là. Vous voulez qu'on étende ça devant le public? On va le faire. Vous n'avez pas intérêt. Vous non plus, vous n'avez pas intérêt de me salir davantage. Avez-vous d'autres choses à dire? Oh, j'en aurais bien long à dire. Oui. Alors, M. Saint-Onge. Prochaine question. Oui. À l'ordre du jour. Attendez que je regarde dans les dernières questions reçues. Juste un moment, Daniel Éric, si vous me permettez. Je tiens à remercier Louis d'avoir ouvert la porte et puis je remercie mes collègues de m'avoir soutenu. Alors, autre question, M. Saint-Onge? Pas sur l'ordre du jour, donc je peux commencer avec les questions. Parfait. On reviendra à M. Boucher là, lors de l'adoption. Je vais apporter des précisions si Mme Minier me donne la permission de l'expliquer. Alors, point numéro 1 est fait. Je m'excuse, M. le maire. Pas d'autres questions pour l'instant, deuxième période? Oui, c'est ça que vous avez dit. C'est ça que j'ai compris de votre part. C'est pas sur l'ordre du jour, c'est sûr. Les autres questions, c'est des questions plus... C'est ça que j'avais dit au départ. D'accord. Alors, point numéro 3, alors j'ai besoin d'un proposeur pour adopter les procès-verbaux des séances ordinaires du 6 avril 2020 et extraordinaires du 8 avril 2020. Je propose. J'appuie. Houle, M. Gilbert.
Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. J'ai besoin, point numéro 4, alors j'ai besoin d'un proposeur pour approuver les bordereaux de compte à payer numéro 2020-05A au montant de 1 004 672,54 sous, incluant les cotisations à divers regroupements ou associations au montant de 145 $, numéro 2020-05B au montant de 1820,96, numéro 2020-05C au montant de 388 249,66 sous, et numéro 2020-05D au montant de 25 351,47 sous, ainsi que le rapport concernant les dépenses autorisées au cours de la période du 2 avril 2020 au 30 avril 2020. J'appuie. M. Tanner. J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 5, rapport des ressources humaines, Mme Minier. Alors, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2020-05, préparé par Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines, en date du 29 avril 2020, pour la période 1er avril au 29 avril 2020, soit et approuvé par ce Conseil, incluant l'organigramme du service des finances et l'organigramme fonctionnel de la Ville. En appuyant. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 6, embauche au poste de jardinier. M. Brault. Oui, je propose que ce conseil embauche Mme Daphné Smith-Taillefer au poste de jardinier statut saisonnier au service des travaux publics classe 6, suivant la convention collective de travail des employés Col Bleu de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce à compter du ouvert le 5 mai 2020. Que cette embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dionne, directrice des services des ressources humaines, en date du 23 avril. Je souhaite la bienvenue à Mme Daphné Smith-Taillefer au sein de notre organisation. Merci bien. J'appuie la résolution. M. Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Numéro 7, c'est nomination au poste de conseiller professionnel en urbanisme. M. Hull. Alors, je propose que ce conseil nomme M. Jonathan Montalva au poste de conseiller professionnel en urbanisme au service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, classe 15, suivant la convention collective de travail des employés Col Blanc de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, à compter du ou vers le 5 mai 2020. En appuyant. J'appuie. Alors, bienvenue, M. Montalva. Félicitations, M. Montalva. Excusez. Ouais. Point numéro 8, nomination. Ah oui, tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 8, nomination du maire suppléant pour le prochain terme, M. Tanner. Je propose que M. le conseiller Émile Grenon-Gilbert soit nommé maire suppléant pour la période du 20 mai au 19 août 2020. J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 9, demande à la communauté métropolitaine de Montréal, M. Gilbert. Oui, dans ce cas-ci, je vais lire la résolution. Par la suite, j'ai une petite explication. Donc, je propose que ce conseil demande au comité consultatif agricole de la communauté métropolitaine de Montréal de se pencher sur des actions à poser et de faire des recommandations appropriées au gouvernement du Québec visant à modifier les lois sur la fiscalité municipale afin d'établir un mode de compensation de taxes foncières pour les milieux naturels protégés et qui est associé à un processus de désignation de protection légale, tels que les réserves naturelles reconnues, les servitudes réelles de conservation en faveur d'une municipalité ou d'un programme de conservation reconnu. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, précision, M. Gilbert? Oui, en résumé, vous savez, ça, on l'a déjà passé en novembre ou en octobre passé. C'était une demande qu'on avait faite au gouvernement du Québec. En gros, présentement, les agriculteurs ont des compensations de taxes pour leur culture, qui est de l'ordre entre 75 et 82 % si ma mémoire est bonne. Si les milieux agricoles sont importantes, nous autres, on croit que les milieux naturels aussi doivent être aussi importants. Et cet outil-là qu'on donnerait à la CMM de pouvoir, en échange d'une certitude de conservation, baisser les taxes foncières ou payer une partie des taxes foncières des propriétaires de grands boisés, parce qu'on sait dans toute la grande région métropolitaine de Montréal, ce sont majoritairement
des terrains privés, pas comme dans le nord du Québec. Donc, c'est un cas qui est très spécifique à la CMM. Donc, on aurait tout intérêt finalement à se doter de cet outil-là pour atteindre l'objectif du 17 % de protection de l'ensemble du territoire de la CMM. Présentement, on est à 10 % et ça stagne depuis 2012, justement, faute, entre autres, de moyens. Et l'autre faute, c'est que les prix des terrains continuent d'augmenter d'année en année. Il y a des terrains, même agricoles, qui ont augmenté de 150 %. Donc, pour ces raisons-là, je crois que ce nouvel outil-là permettrait de lier protection sans être propriétaire de la propriété, mais ça viendrait juste augmenter finalement ce 10 % là de protection des boisés de la CMM. Ici, on l'envoie ce soir à la commission, au comité consultatif agricole de la CMM. C'est parce que moi, j'ai assisté à ce comité-là comme substitut et j'avais amené aux membres du comité l'idée que Émile vient d'expliquer. Ils ont trouvé ça intéressant et ils vont l'amener au comité exécutif de la CMM. Puis si l'exécutif retient l'idée, ça va revenir au comité agricole qui vont pouvoir développer dans ce sens-là. Alors, c'est à suivre. Point numéro 10, autorisation de paiement de factures supplémentaires 2019, M. Brault. Il faut vous enlever le mute. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'avais un appel en même temps. Bonjour. Considérant qu'en vertu de la résolution 2014-82 adoptée par le Conseil municipal lors de la séance du 3 mars 2014, la Ville de Mont-Saint-Hilaire déléguait le pouvoir à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu à ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu une facture de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu au montant de 54 155,97 $, représentant le dépassement budgétaire pour le service de gestion des matières résiduelles organiques et recyclables pour l'année 2019. Je propose que ce Conseil autorise le paiement de la facture CRF 2123 de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu au montant de 51 155,97 $, représentant le dépassement budgétaire pour le service de gestion des matières résiduelles organiques recyclables pour l'année 2019. Que cette dépense est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, directeur des services des travaux publics, contenu dans son rapport en date du 20 avril 2020. Que cette dépense au montant de 54 155,97 € soit payable au même le poste 55-131-00-001 et que les crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée. Un appuyant. Appui. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, je vous donne l'exemple sur 8 éléments budgétaires. Je vous parle des 3 qui ont été les plus élevés. Alors, il y a les feuilles mortes, résidus verts, 11 943. C'est essentiellement le tonnage avait été sous-évalué par la MRC de 142 tonnes métriques pour un total de 958 000 tonnes métriques, qui représente un écart de 17,5. Autre élément, le rebut pour le bailliage de rue, alors 16 989, c'est-à-dire qu'au cours de l'hiver 2018-2019, nous avons utilisé beaucoup plus d'abrasifs qu'à la normale, dû aux conditions de glace. Alors, ça a augmenté les coûts. Et le dernier exemple que je vous donne, c'est les matières recyclables, 9 493. Le tonnage a été sous-estimé. Il y a eu un écart de 381 tonnes métriques et certains conteneurs à recyclage n'avaient pas été considérés dans les prévisions. Alors, je vous donne 3 exemples, mais les 8 éléments donnaient un montant total de 51 580. Alors, merci, M. Brault. Point numéro 11, 11, la collecte de résidus domestiques dangereux. Madame Bignet. Alors, je vous parle des 3 qui ont été les plus élevés. Alors, il y a les feuilles mortes, résidus verts, 11 943. C'est essentiellement le tonnage avait été sous-évalué par la MRC de 142 tonnes métriques pour un total de 958 000 tonnes métriques, qui représente un écart de 17,5. Autre élément, le rebut pour le bailliage de rue. Alors, 16 989,
Je propose que ce conseil délègue à la ville de Saint-Basile-le-Grand, conformément à l'article 572.1 de la loi sur les cités et les villes et l'article 934.1 du Code municipal du Québec, les pouvoirs nécessaires afin de procéder à un appel d'offres pour un contrat d'1 an, plus d'une année d'option pour la collecte et élimination des résidus domestiques dangereux pour les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Audubon Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Que Mme Francine Asselin, technicienne en infrastructure et en environnement de la ville de Saint-Basile-le-Grand, agisse à titre de mandataire en ce qui concerne le ledit dossier. Que les collectes se tiennent aux dates suivantes pour l'année 2021. Les dates pour l'année d'option 2022 seront connues ultérieurement. Mont-Saint-Hilaire, 24 avril 2021. McMasterville, c'est à venir. Saint-Mathieu-de-Belleuil, 29 mai 2021. Saint-Jean-Baptiste, 29 mai 2021. Saint-Basile-le-Grand, 12 juin 2021, Audubon Park, 28 août 2021. Que l'acceptation de la soumission par la ville de Saint-Basile-le-Grand lie envers l'adjudicataire chaque municipalité qui a pris part à la demande commune de soumission publique. Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière, en son absence, le greffier adjoint, soit ils sont autorisés à signer l'entente intermunicipale relative à un contrat de gestion des résidus domestiques dangereux, laquelle entente est jointe en annexe A pour en faire une partie intégrante. En appuyant. J'appuie. Monsieur l'appuie, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. À point numéro 12, amendement à l'entente intermunicipale relative à la sécurité incendie. Monsieur Brault. Je propose que ce conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire accepte le prolongement de l'entente intermunicipale relative à la sécurité d'incendie et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale, il autorise la signature d'un addenda amendant l'article 17 de la dite entente comme suit. La présente entente sera d'une durée de 20 ans à compter de la date de publication de la Gazette officielle du Québec d'un avis de délivrance du décret de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation et de la constitution de la régie. Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par période successive de 10 ans, à moins qu'une des parties informe par courrier recommandé et certifie les autres parties de son intention d'y mettre fin. Cet avis devra être donné au moins 12 mois avant l'expiration d'un thème initial ou d'une période de renouvellement. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Chalieu, aux villes de Belleuil, d'Audubon Park, de Saint-Basile-le-Grand, ainsi qu'aux municipalités de McMasterville et Saint-Mathieu-de-Belleuil. En appuyant. J'appuie. Monsieur l'appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entente actuelle est une entente de 10 ans, mais pour avoir des subventions pour la construction des futures casernes qu'on va avoir, vous savez qu'on va avoir une caserne à Belleuil et à Saint-Basile. Alors, le gouvernement exigeait, pour avoir la subvention de 60 %, exigeait d'avoir une entente de 20 ans. Alors voilà, on la modifie ce soir et les autres villes vont faire la même chose également. Bon, alors point numéro 13, dépôt d'une demande financière, M. Tanner. Oui, ça c'est au sujet de la caserne future à Belleuil, la caserne 21. Je propose que le conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son autorisation à ce que le conseil d'administration de la régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu dépose la demande d'aide financière dans le cadre du programme de réflexion et construction des infrastructures municipales volet 2. Que la ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance du guide du programme RECIM et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliqueront à elle. Que la ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage avec la régie et les autres municipalités membres, si elles obtiennent une aide financière pour leur projet, à payer leur part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. Que la régie et les municipalités qui en font partie contribueront, le cas échéant, aux coûts non admissibles au programme RECIM associé à leur projet si la régie obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, aux villes de Belleuil, d'Audubon Park et de Saint-Basile-le-Grand, ainsi qu'aux municipalités de McMasterville et de Saint-Mathieu-de-Belleuil.
J'appuie. Oh. Alors, M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, point numéro 14, demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, M. Gilbert. Oui, ce dossier-là, il s'agit d'un prolongement d'infrastructure au coin Cardinal et Ozas-le-Duc, au CCU de janvier ou décembre, je ne me souviens plus. On a accepté là, finalement deux résidences sur ce coin-là, une familiale. Donc, je propose que ce conseil autorise la firme Genexco Inc. à soumettre pour et au nom de la ville de Mont-Saint-Hilaire toute demande d'autorisation et pour d'approbation auprès des divers paliers gouvernementaux tels que le ministère de l'Environnement, la MRC, le MAMACH et le POC, ainsi que tout autre ministère habile, qu'elle soit habilitée à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes d'autorisation. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, point numéro 15, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, M. Hull. Je propose que ce conseil appuie la demande de la compagnie 2964-3434 Québec Inc. afin d'obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une autorisation visant à permettre l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, les lots 1 818 196, 1 818 201 et 1 818 214 au cadastre du Québec. Un appuyant. J'appuie. Juste quelques précisions, Monsieur le maire. C'est les lots situés sur le bord de la sortie de la Grande Allée à partir de l'autoroute 20. C'est suite à une décision qui avait été rendue là, par la CPTAC là, en 1987. Et voilà, pas de précision. Alors, Mme Minier a appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 16, procès verbal d'une réunion ordinaire du CCU. M. Hull. Alors, je propose que ce conseil accuse réception du procès verbal de la réunion ordinaire du 28 avril 2020 du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Il approuve les recommandations suivantes. La 2004-28-28, infrastructure de mobilité active sur le boulevard Sir Wilfrid Laurier, ainsi que la recommandation 2004-28-29 pour une étude de circulation boulevard Sir Wilfrid Laurier. Ces deux demandes sont en lien avec le nouveau TOT 2 qui s'en vient et un autre dossier là, au CCU qui viendra un petit peu plus tard. En appuyant. J'appuie. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Point numéro 17, concernant les PIA, M. Hull. Alors, je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration. M'excuse, M. Hull. Monsieur Saint-Onge me fait dire qu'il veut parler avant cette résolution, si j'ai bien compris, M. Saint-Onge. Exactement. Vous m'excuserez, M. Hull, de vous couper la parole quelques secondes. Je veux juste préciser, nous avons fait des modifications à l'ordre du jour pour simplifier, au lieu de mettre un peu, vous savez, les citoyens qui nous demandaient souvent de modifier, M. le maire, les ordres du jour pour permettre là, de mieux comprendre les décisions du CCU. Donc, au lieu de mettre simplement les numéros, vous avez les décisions, mais vous avez aussi de l'information additionnelle sur les adresses qui ont été ajoutées. Donc, pour faciliter la recherche du citoyen et la transparence là, sur les recommandations que le Conseil va faire ce soir. Donc, M. Hull, je vous laisse continuer. Merci. Merci. M. Hull. Alors, merci, M. Saint-Onge. Alors, je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations suivantes du CCU 2004-2803 à CCU 2004-2826. Et je voudrais m'apporter l'attention des quelques recommandations particulières. La 03 au sujet du 257 à 345 boulevard Sir Wilfrid Laurier. C'est pour des modifications à l'enseigne là, suite à l'arrivée du Maxi. Et c'est en lien avec l'implantation de la nouvelle enseigne. Puis ça va être également conditionnellement l'octroi d'une dérogation aux mineurs avec l'enseigne. Il y a également le 800, la résolution 05 avec le 800 chemin Rouillard. C'est l'agrandissement d'un bâtiment institutionnel, dis-je. C'est le collège Saint-Hilaire. C'est une nouvelle construction sur
l'aire de stationnement existante. Il n'y aura pas d'abattage d'arbres, il n'y aura pas rien de particulier à cette demande et tout est conforme au PIA. J'aimerais porter également à l'attention la résolution 25, la recommandation 25, pardon, sur le lot 6 371 246 sur le boulevard Sir Wilfrid Laurier pour la construction d'un bâtiment mixte. En fait, c'est un nouveau bâtiment qui va être construit sur le boulevard. C'est entre les résidences Soleil et la garderie qui se trouve du côté montagne. C'est un bâtiment de 4 étages avec c'est un bâtiment de 3 étages avec au rez-de-chaussée de la place pour un magasin de grande surface qui devrait être le IGA. Et ce projet est conforme également à tous les PIA, à toute la réglementation actuelle. Et puis, la seule chose qui est conditionnelle à ça, c'est pour l'arrivée d'un plan d'aménagement paysager. Ça fait le tour? Oui. Alors, quelqu'un pour l'appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 18, c'est concernant les refus des PIA, M. Ollier. Alors, je propose que ce conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale et la recommandation énumérée pour le 489 rue Vien. C'est pour l'agrandissement et l'ajout d'un logement bigénérationnel détaché. Et puis, les points qui achoppent un petit peu dans ce refus, ce sont la présence trop grande sur rue et ainsi que le trop grand nombre d'arbres coupés. Donc, on demande au propriétaire de refaire une demande. Alors, appuyant. J'appuie. Dambini appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, point numéro 17, c'est un avis de présentation. Madame Minier. La loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, un projet de règlement d'adopter en vertu de cette loi doit être présenté et ça devrait être présenté par moi, mais je demande à Daniel-Éric Saint-Onge de le faire pour moi. Alors, Monsieur Saint-Onge, c'est à vous la parole. Voilà, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Alors, en résumé, le projet de règlement numéro 1262-1 ajoute des définitions concernant la notion suivante, soit l'intérêt personnel et l'intérêt des proches. Le projet soumis intègre également dans les principales valeurs de la Ville en matière d'éthique qui doivent servir de guide aux membres du Conseil dans l'appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables, des clarifications relatives à la notion de respect, en ajoutant notamment que tous les élus s'engagent à agir de manière équitable dans l'exécution de ses fonctions, à entretenir des relations fondées sur la considération, la coopération et le professionnalisme, et ce, peu importe les allégeances politiques, sociales, économiques ou religieuses, à favoriser la recherche de solutions, le dialogue et respecter les divergences d'opinion, à respecter la parole et les engagements pris, à éviter de faire des critiques non constructives, à s'abstenir de tenir des propos injurieux et de harceler une personne de façon à l'intimider ou de porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité, à favoriser un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement, d'intimidation et de violence, à afficher et pratiquer une attitude respectueuse envers les différentes ethniques, culturelles, religieuses, de genre et d'orientation sexuelle, à encourager et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. De plus, le projet ajoute que les règles de conduite prévues au Code qui ont pour objectif de prévenir toute situation pouvant constituer un manquement au devoir de respect, à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu. Notamment, il prévoit l'interdiction de se comporter de façon irrespectueuse, l'obligation de se comporter de façon à respecter le rôle, les devoirs et responsabilités des fonctionnaires et employés, les canaux de communication et le processus décisionnel, les politiques et les règles de fonctionnement établies. L'interdiction d'intervenir ou de tenter d'influencer la décision dans un processus de recrutement afin de favoriser ses intérêts personnels, ceux de proches ou de manière abusive de toute personne.
Aussi, le projet de règlement précise certains éléments liés à l'interdiction d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer pendant ou après son mandat des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Notamment, le projet ajoute que tout membre du Conseil doit s'abstenir, de faire référence aux travaux d'une commission ou d'un comité avant que le rapport soit déposé au Conseil et de reporter les informations ou échanges communiqués dans le cadre du comité plénier, de parler d'une affaire devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire ou faisant l'objet d'une enquête si les paroles prononcées peuvent porter préjudice, de critiquer le travail des fonctionnaires ou employés, sauf auprès du directeur général ou des autres membres du Conseil, de divulguer publiquement un différend qui pourrait exister au sein des fonctionnaires ou employés. Finalement, désolé, c'est un peu long, le projet de règlement ajoute dans les règles d'après-mandat l'interdiction dans les 12 mois qui suivent la fin du mandat d'un élu d'exercer des activités de lobbyisme auprès de la Ville. Merci. Ça fait le tour. Alors, nous arrivons au point numéro 20, qui est le projet de règlement qu'on vient de mentionner. Madame Minier. Est-ce que je donne... Madame Pirard, je m'excuse. Est-ce que je dois donner l'avis de présentation ou c'était celui-là? Je n'ai pas besoin de recommencer. Je fais la résolution. Oui, vous mentionnez juste que vous donnez l'avis de présentation, puis après ça, vous pourrez proposer le règlement. D'accord, merci. Alors, pardon, je m'excuse. Ça s'en vient, excusez, c'est la technologie. Madame Pierron, l'avis de présentation, elle ne l'a pas fait tantôt avant la présentation de M. Saint-Onge? Si c'est le cas, je n'ai pas entendu. Ah bon? Okay. Madame Mignonne a donné la parole à M. Saint-Onge pour expliquer le projet de règlement. OK, allez-y. Alors, l'avis de présentation, je vais faire l'avis de présentation. Règlement amendant le règlement numéro 1262 intitulé Code d'éthique et de déontologie applicable à tout membre du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, deuxième révision. Je donne un avis de présentation à l'effet. À une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement numéro 1262 intitulé Code d'éthique et de déontologie applicable à tout membre du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, point numéro 20, vous proposez le projet de règlement. Alors, je propose que le règlement numéro 1262-1 intitulé Règlement amendant le règlement numéro 1262 intitulé Code d'éthique et de déontologie applicable à tout membre du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et être adopté par ce Conseil. J'appuie. Monsieur Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 1, c'est concernant la prolongation d'un mandat. Monsieur Tanner. Je propose que ce Conseil approuve l'offre de service de la firme Brodeur-Frenette au montant de 34 435 $, incluant les taxes relativement à la prolongation des services professionnels en gestion de projets pour la coordination du développement de l'ARTA 2 du secteur de la gare phase 2 dans le cadre du contrat AME 2018-03. Que cette dépense est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Benoît Larivière, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, contenue dans son rapport en date du 22 avril 2020. Que les autres parties impliquées dans ce projet soient les compagnies 9281-2742 Québec Inc., 9190-6339 Québec Inc. et Habitation Bois Inc. devront rembourser à la Ville une portion de cette somme en fonction du pourcentage de la superficie de terrain possédée par chacune des parties. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou tout document donnant effet à la présente. En appuyant. J'appuie. Madame Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 22, c'est l'octroi d'un contrat, M. Brault. Oui, c'est le contrat pour le service bancaire de la Banque nationale du Canada. Considérant que ce Conseil a envoyé un contrat en 2015 à la Banque nationale du Canada pour les services bancaires et que ce contrat vient à échéance le 31 mai prochain. Considérant que la Banque nationale rencontre les exigences de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et que cette dernière est satisfaite des services rendus par la Banque au cours des 5 dernières années. Considérant que la Ville n'aura pas de bénéfice
a changé d'institution financière et que cette dernière propose une proposition propose de poursuivre son offre de service à la Ville aux mêmes conditions que celles existantes actuellement. Je propose que ce Conseil autorise l'octroi du contrat pour les services bancaires à la Banque nationale du Canada, et ce pour une période de 3 ans, soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2023, avec une option de prolongation de 2 années supplémentaires, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. Que l'octroi de ce contrat soit approuvé en conformité avec la recommandation de Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, contenue dans son rapport en date du 16 avril 2020. Que la maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le greffier adjoint, soient ou sont autorisés à signer tout acte ou tout document donnant effet à la présente. Un appuyant. J'aimerais ça, excusez-moi, Oui. J'aimerais ça demander le vote. Ma simple et bonne raison, c'est que j'aimerais ça aller voir, tester le marché finalement au lieu de redonner le contrat au même. On ne sait pas si on pourrait arriver avec un meilleur deal avec une autre banque ou Desjardins, peu importe. Fait que, voilà ma raison, mais je demande le vote, donc je voterai contre. Alors, avant de demander le vote, Mme Pierron, je pense que quelqu'un doit appuyer la résolution. Effectivement. Moi, j'appuie la résolution. Alors, M. Turner appuie. Mme Pierron, M. Gilbert a demandé le vote. Alors, si vous voulez demander à chaque personne. Oui, alors je vais aller selon l'ordre de mon écran. Alors, M. Gilbert. Je vais voter contre. M. Hull. Pour. M. Turner. Je vote pour. Mme Minier. Mme Minier, vous êtes On n'a pas entendu, Brigitte. Pour. M. Brault. Pour. Et M. le maire, est-ce que vous votez? Oui, je vais voter pour. Et malgré que je comprends, M. Gilbert, qu'effectivement, en voyant le marché, ça peut être intéressant, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, puis les services sont impeccables à la Banque nationale. Alors, allons-y pour un renouvellement. Alors, ça va. Alors, point numéro 23, octroi d'un contrat, M. Gilbert. Non. Ça a été retiré, ça. Ah, ben oui, c'est vrai. Merci. Point numéro 24, concernant un autre contrat, Mme Minier. Mute. Vous êtes sur mute. Excusez. Alors, j'en commence. Et je propose que ce Conseil déclare non conforme et rejette la soumission reçue de Urbain à Architecture de paysage dans le cadre de contrat AME 20-02 intitulé Service professionnel d'une équipe multidisciplinaire pour la conception, la préparation de plans et devis de la surveillance des travaux d'aménagement du parc école de la Roque, que ce Conseil met un terme au présent processus d'appel d'offres dans le cadre du contrat AME 20-02. Un appuyant. J'ai appuyé. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, écoutez, pour donner peut-être plus d'explications, nous avions été en invitation auprès de 5 compagnies. Un seul a déposé une soumission, mais il n'a pas obtenu le pointage intégralement requis qui était au moins de 70 %. Par conséquent, on se retrouve sans soumission. Et ce que la direction a décidé, c'est de retourner en appel d'offres, mais un appel d'offres public gouvernemental. Alors, ça va être ouvert à tout le monde au Québec. Voilà. Point numéro 25, peut-être dire que c'était concernant le parc école. Là. Ah, ça avait été dit. Parfait. Alors, point numéro 25, l'octroi d'un contrat, M. Turner. Oui, ça concerne le prolongement des infrastructures sur la rue Ernest Choquette. Que ce Conseil approuve conditionnellement, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Excavation G, Janotte et Fils au montant de 49 480 $ et 64 sous, incluant les taxes concernant les travaux de prolongement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts de la rue Ernest Choquette dans le cadre du contrat ING 19 P07 A02 étant la plus basse soumission reçue relativement au dit contrat. Que cette soumission est octroyée conditionnellement à la signature d'une entente relative à des travaux municipaux à intervenir entre le requérant
et la Ville, et ce en vertu du règlement 12-11 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, intitulé Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et remplaçant le règlement numéro 1081, ainsi qu'au dépôt par le requérant des sommes suivantes. Un chèque visé au montant de 54 664, incluant les taxes, pour couvrir l'ensemble des travaux et les imprévus. Un chèque visé du montant de 4 495,52, incluant les taxes, pour couvrir les frais de surveillance des travaux. Un chèque visé au montant de 2 696, incluant les taxes pour couvrir les frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux. Et un chèque visé au montant de 2 328 et 24 sous, incluant les taxes pour couvrir les frais de forage géotechnique. Que le requérant peut également déposer les sommes requises en un seul paiement représentant l'ensemble des sommes exigibles. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Jean Lancio, directeur du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 22 avril 2020. Que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer l'entente relative aux travaux municipaux mentionnés ci-dessus, ainsi que tout acte ou document donnant effet à la présente. J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 26, c'est l'octroi d'un autre contrat. M. Turner. Et ça, c'est relié aux travaux de pavage dans la ville qu'on fait tous les ans. Je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de pavage Masca incorporé au montant de 1 146 176 $ et 93 sous, incluant les taxes pour les travaux de réfection de voirie 2020 dans les diverses rues dans le cadre du contrat ING 20 P01 A01, item 1 à 10 étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Jean Lancio, directeur du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 23 avril 2020. Que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière, en son absence, le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. En appuyant. J'appuie. M. Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Si vous me permettez, j'aimerais peut-être juste énumérer les rues qui vont être... Allez-y. Je vais juste lire toutes les rues qui sont affectées. C'est les rues Archambault, Montclair et Robinson, les rues Galt et Poitiers, les rues de Chénier, Petit-Bonheur et Marianne, le chemin Rouillard, du côté du collège, rue Armand Halte, rue Ernest-Choquette, rue Berger. Excellent. Et peut-être préciser qu'on a reçu 5 soumissions, puis ça variait entre celui retenu d'1 146 000 à 1 509 000. Alors, on peut peut-être rajouter que d'autres frais qui viennent avec ça, de supervision des travaux, tout ça. Donc, on finit par dépenser toutes les sommes qui ont été récoltées pour ces travaux-là. Tout à fait. Point numéro 27, l'octroi d'un contrat pour le service de plantation et entretien fleurs annuel. M. Brault. Je propose que son conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Jardin Groupe Design, service paysager Dominique Filion, au montant de 52 205 et 57 le service de plantation, c'est ça exactement, et entretien de fleurs annuelles, et ce pour la période du 25 mai 2020 au 31 octobre 2022, dans le cadre d'un contrat TP 19-16, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que ce contrat soit octroyé en retirant les items 6A, ajout de plate-bande, et 6B, élimination des plates-bandes, en réduisant certaines quantités et en réduisant certaines quantités indiquées au bordereau de prix de la façon suivante. Item 3A, réduction de 90 à 54 arrosages. Item 3B, réduction de 108 à 90 arrosages. Que le dit contrat est une durée de 3 ans avec une reconduction automatique d'1 an, le tout selon les termes et conditions du devis. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc,
directeur du service des travaux publics, contenu dans son rapport en date du 19 mars 2020. Que la dépense décrite au bon de commande TP 2036 au montant de 52 205,57, incluant les taxes pour l'année 2020, soit payable à même le poste budgétaire 02 753 00 521 et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le greffier adjoint, soit ou sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. Un appuyant. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Non. Oui. Non, je vais demander le vote. Juste peut-être quelques explicatifs. Là. On sait qu'avec la crise sanitaire, là, toutes les villes à travers le Canada, à travers le monde vont devoir faire des choix. Il va falloir qu'ils coupent dans leur budget. La Ville de Montréal a annoncé qu'elle allait couper 123 millions. Pour moi, c'est un no-brainer, c'est-à-dire s'il y a bien une dépense qui est ostentatoire, c'est la dépense des annuels. Le contrat qu'on a ici, c'est de 145 000 $ et ça comprend même pas l'achat des plantes annuelles, des fleurs annuelles. Donc, à chaque année, il faut en racheter. Donc, je trouve que quand il y a des exemples comme la ville de Victoria, que toutes leurs serres, ils les utilisent plus pour faire des fleurs annuelles, mais pour faire des plantes potagères, pour augmenter leur souveraineté alimentaire. On est à des années-lumière de ça ici, bien sûr, mais je pense qu'on a, en tant que ville, un rôle à jouer en tant que modèle dans les pratiques d'aménagement paysager. Puis, avec l'octroi de ce contrat-là, on ne le fait pas. Donc, pour ça, je vais voter contre. Alors, j'aimerais rajouter quelque chose, par contre, à ce que M. Gilbert vient de dire. Par contre, on a donné un contrat pour les achats des fleurs. Fait qu'il faut y avoir quelqu'un qui les plante. Ça pourrait être le service horticole. Je reste cohérent. En fait, je vote contre l'achat et je vote contre l'entretien. L'achat est déjà fait. Mme Pierre-Laurence, si vous voulez appeler le vote. Oui. Alors, M. Gilbert? Contre. Fermement. Monsieur Hull? Monsieur Tonner? Madame Minier? Je vais voter contre aussi parce que après les réflexions, moi aussi, j'ai réfléchi à tout ça, puis je pense que ce serait peut-être bon de regarder autrement sur cette chose-là. Monsieur Brault? Pour. Et Monsieur le maire, est-ce que vous désirez voter? Oui, je suis pour. Alors, juste rappeler que le 52 000 est quand même pour un contrat de 3 ans. Ce n'est pas juste une année. Faut 52 000, c'est pour une année, M. le maire. C'est juste pour cette année, M. Saint-Onge? Je devrais vérifier avec le contrat lui-même. Parce qu'on dit bien pour la période du 25 mai 2020 au 31 octobre 2022. Ça, c'est le 145 000. Donc, c'est 52 000 par année plus l'achat des annuels. Okay. Ça tourne autour de 100 000 par année. OK. Alors, vous allez nous revenir. Oui. Peut-être préciser qu'on avait eu 2 soumissions. L'autre était à 116 842. Alors, OK. Alors, point numéro 28, l'octroi d'un contrat pour la fourniture de béton bitumineux. M. Hull. Alors, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de construction DJL incorporée au montant de 63 179,91 sous, incluant les taxes dans le cadre du contrat TP 2005 pour la fourniture de béton bitumineux pour une période d'1 année, que ce contrat soit octroyé en diminuant certaines quantités mentionnées au bordereau des prix de la façon suivante. Béton bitumineux de type EB20, 5 tonnes métriques au lieu de 10, de type EB14 de 8 tonnes métriques au lieu de 30, de type EB10C de 400 tonnes métriques au lieu de 412, de type EB5 220 tonnes métriques au lieu de 240, que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, directeur du service des travaux publics, contenu dans son rapport en date du 23 avril 2020. Alors, un appuyant. J'appuie. M. Tonner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. Alors, c'était le dernier point. Nous passons à la deuxième période de questions, M. Saint-Onge. Ça ne sera pas bien long. Je vais juste justement répondre à une dernière question, une accusé-réception. Je vous reviens tout de suite.
En passant, M. Saint-Onge, je ne vous vois pas à l'écran. C'est correct, vous ne me voyez pas, mais les citoyens voient la caméra TVR9. OK, parfait. Alors, première question, si vous me permettez, de M. Olivier Proulx. Dans les dossiers du Burundi, de votre prime de séparation, du projet de la rue Saint-Georges et des élections partielles à venir, vous dites avoir agi avec honnêteté, de manière éthique, bien intentionnée, avec transparence et loyalement envers les citoyens. Seriez-vous prêt à soumettre vos courriels et tous vos textos à une personne neutre, un enquêteur externe ou même à votre DG, afin qu'il y ait un rapport public confirmant vos allégations? Alors, on va y réfléchir. Je ne peux pas répondre à ça ce soir. Autre question? Oui, une seconde. Une question de M. Pierre Arnaud. Elle est en 2 volets, si je crois bien. Est-ce que la directive de M. Corriveau pour empêcher les citoyens d'avoir leur juste sur le litige des élections partielles est une forme de bâillon? Et question pour M. Corriveau. Vous devez moralement répondre aux questions des citoyens concernant la problématique, votre utilisation de la liste électorale. Les citoyens ont droit de savoir les faits et la vérité là-dessus. Vous n'avez pas le droit démocratiquement de bâillonner vos citoyens ainsi. Alors, je vais répondre. Pour l'histoire, je vous invite à prendre l'œil régional. Toute l'histoire est indiquée. Tous mes arguments ou tous mes commentaires sont là. Et comme je disais en début, le fait que c'est en enquête, alors on ne répondra pas. J'aimerais quand même qu'on lise les questions, je pense, dans le but de transparence, puis pas bâillonner les citoyens, justement, qu'au moins les questions soient lues. Je pense que M. Saint-Onge, c'est ça qu'il fait. Allez-y. Monsieur André Vrins, ma question s'adresse au maire et porte sur les aspects légaux et déontologiques du geste que vous avez posé pour obtenir et utiliser la liste électorale d'un district en particulier. Mise en contexte, l'Œil régional et la radio de Radio-Canada nous ont informé de ceci. Vous auriez demandé la liste électorale des citoyens âgés de plus de 70 ans dans le district 5, qui, coïncidence aidant, sera une élection partielle prochainement pour élire le ou la conseillère qui remplacera le poste laissé vacant par Mme Imbeau. Cette demande aurait été faite à l'insu du conseil municipal qui aurait dû adopter une résolution à cet effet. Publiquement, vous avez même avoué avoir parlé à notre député, M. Jerin Barrette, pour repousser la date de l'élection partielle afin d'avoir du temps pour faire du porte-à-porte. Ma question, M. le maire, est en 4 volets. 1. Avez-vous vérifié préalablement la légalité de ce geste? 2. Avez-vous été avisé par vos fonctionnaires, soit verbalement ou par courriel, de ce que dit la loi? 3. Selon vous, un maire doit-il connaître et observer de façon stricte le code de déontologie? Et 4. Pour vous défendre, vous déclarez que vous ne présenterez aucun candidat dans ce district. Pouvez-vous donc nous affirmer que personne ne se présentera pour vous et votre parti d'ici la date de l'élection? Alors, des 3 premières questions, je ne répondrai pas puisque c'est il y a une enquête par le DGE, mais à la dernière, je vais répondre parce que je l'ai dit. Effectivement, je n'aurai pas de candidat dans le district numéro 5 à l'élection partielle. Autre question, M. Saint-Onge. Oui. Je vais juste, quand les questions viennent du même citoyen, vous allez me permettre, je vais simplement sauter et revenir pour laisser la chance à tous. Madame Lucie Beauchemin. Bonsoir, je suis une résidente du chemin Hautier et je me demandais quand comptez-vous mettre une pancarte « Chien en laisse sous peine d'amende » et renforcer votre surveillance à l'intersection d'Hautier et Rouillard. Les gens vont marcher dans la forêt avec leurs chiens sans laisse souvent et ils se donnent rendez-vous. Je me suis fait agresser par un berger allemand qui sortait de la forêt sans laisse le 19 avril 2020 en face du 800 chemin Hautier. Il s'est attaqué à mon cavalier King Charles qui est toujours en laisse et m'a fait tomber. J'ai 70 ans et je ne me sens plus en sécurité, même chez nous. Oui, c'est vraiment une problématique qu'on a à Mont-Saint-Hilaire. Je l'ai, moi, personnellement vécu sur la piste cyclable où je marchais avec mon épouse, puis il y avait un jeune homme avec son chien qui n'était pas attaché. J'ai pris la peine de l'aviser, mais vous comprendrez qu'il m'a envoyé se promener.
l'idée de l'affiche, je pense qu'elle n'est pas une mauvaise idée. On pourrait soumettre aux membres du conseil, bon, si on pourrait mettre des affiches à certains endroits pour rappeler que c'est une amende. Puis vous dire tout simplement qu'on a des policiers qui font de la surveillance, sont en vélo, ils font surtout les parcs, la piste cyclable, mais ils surveillent les chiens détachés. Alors, voilà. Fait que, oui, autre chose à dire, M. Saint-Onge? Je pourrais juste ajouter qu'il y aura aussi l'embauche dans les prochains jours, prochaines semaines, d'un poste qui est vacant, qui est un employé chargé de l'application de la réglementation municipale. Donc, ça fera aussi partie de son mandat. Et aussi, on est en vérification avec la régie animalière pour qu'ils puissent nous assister. Donc, il y a des discussions en cours sur tout ça. Ouais. Donc, en espérant pouvoir améliorer la situation dans les prochaines semaines pour répondre à la dame. Très bon point. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait faire une intervention? Non? Ah, mais petite intervention rapide. Ouais. C'est tout simplement pour dire que c'est pas juste à un endroit qu'il y a des problématiques avec les chiens. J'ai reçu beaucoup de plaintes aussi à cet effet-là. En tout cas, c'est bon pour tous les membres du conseil qu'on revoie nos communications. Peut-être trouver un moyen de sensibiliser aussi les gens. En tout cas, on va trouver une méthode, un moyen, parce qu'avec le COVID, les gens sortent de plus en plus. Puis le nombre de plaintes sont de plus en plus élevés. Puis peut-être dire aussi, M. le maire, qu'un de leurs recours, c'est d'appeler la police quand des événements comme ça arrivent. Fait que c'est pas aux citoyens de se faire justice nous-mêmes. Il est arrivé quelques cas comme ça dans notre coin. Donc, voilà. Si vous permettez, M. le maire, je pourrais parler. Fait que, effectivement, il y a un règlement quand même que le gouvernement du Québec a émis au mois de début mai, si j'ai bonne mémoire, Mme Bérard, mais vous me corrigez si je suis à côté de la traque. Mais il y a un règlement qui est très, très, très strict. Je sais que la police va faire des tournées pour faire la prévention, disons pour commencer à faire de la prévention et non pas de donner tout de suite les amendes, mais il va y avoir quand même des avertissements. Et au mois d'octobre, les contraventions vont tomber. Donc, si les gens qui ont propriétaires de chiens, vous n'allez pas regarder tout le règlement du gouvernement du Québec sur cette réglementation pour les chiens. Il y en a plusieurs et c'est excessivement sévère. Et si vous y conformez pas, ça peut aller mal pour vous parce que je pense que de payer une amende salée, je pense pas que vous allez aimer ça. Donc, regardez, puis ça va aussi dans l'intérêt du public pour tous, pour protéger nos enfants, pour protéger les gens qui marchent, etc. Donc, je pense que c'est une question de respect civique aussi, parce qu'on vit quand même en communauté malgré tout. Fait que allez voir ça, puis conformez-vous pour pas avoir des amendes, parce que sinon, vous allez rouspéter si vous avez des amendes. Mais il y a une chose qui va se faire, toute de l'information. Il va y avoir une campagne qui va, je pense, au mois de mai avec la Iris-Savarin, qui va avoir lieu partout dans les villes. Donc, disons ceux qui sont en régie avec nous, il va y avoir une campagne assez importante dans les journaux, sur Facebook, sur les sites de RISAVR. Appelez-les si vous avez besoin d'autres renseignements, mais n'hésitez pas, mais conformez-vous à cette règle parce que quand les amendes vont tomber, je vous le dis encore, je vous avise vraiment. Faites attention. Voilà. Et pour vous dire, j'ai quelqu'un qui me disait, oui, mais mon chien n'est pas méchant. C'est pas une question que le chien soit méchant ou pas. Il y a des gens qui ont peur des chiens. Puis il y a des enfants. Et les chiens, même s'ils ne sont pas méchants, ils ont tendance à aller voir les enfants. Dans le COVID, c'est pas permis, et d'un. Mais il y a des enfants, il y a des gens qui ont peur. Mais ce que M. Gilbert disait, effectivement, à la régie de police, on est 17 municipalités. Je peux vous dire que cette problématique-là, on le vit dans toutes les municipalités. Alors, et je pense que le seul moyen pour que les gens comprennent, ça va être des contraventions et la police va le faire s'il y a lieu. Autre question, M. Saint-Onge. Oui, je vais juste me permettre de préciser pour le contrat annuel des Flandres, c'est vraiment un contrat annuel. J'ai eu la confirmation, j'ai eu la technologie texto. Ah bon. Alors, c'est un contrat annuel qui inclut au complet la machinerie, l'arrosage, les soirs, les fins de semaine, les jours de la semaine. Donc, il y a plusieurs choses d'inclus. C'est 52 000 par année. Oui. OK. Prochaine question de Mme France Pellerin. La question est dirigée à Mme Pierrard, mais je vais vous la diriger, M. le maire. Et vous verrez à voir comment. Est-il vrai que selon le code d'éthique de la Ville, un membre du conseil ne peut dénigrer publiquement un employé de la Ville?
Deuxième question. On a su que M. Corriveau vous blâme personnellement concernant le litige entachant sa réputation dans le dossier de sa prime de séparation. Quelle est votre opinion et votre responsabilité à ce sujet? Alors, écoutez, si Mme Pierron veut y répondre, en concerne la deuxième affirmation, je la comprends pas, mais allez-y, Mme Pierron. Je vais me permettre peut-être, Mme Pierrard, de juste répondre. Je vais demander à Mme Pierrard de ne pas répondre à la question. À la deuxième. S'il vous plaît. À la deuxième? À la deuxième question. Et à la première question, si elle peut me parler du code éthique, il n'y a pas de problème. Elle est sur mute, je vais répondre. C'est correct, je peux répondre. Le code éthique a été mis en projet ce soir dans lequel on inclut ces dispositions au niveau de l'éthique et de la déontologie. Bien sûr, il y a différentes variantes au code d'éthique en place, mais ce qu'on vit présentement, le nouveau code d'éthique viendra préciser d'ailleurs cette information. Donc, lorsqu'il sera adopté le mois prochain. Excellent. Autre question. Une question, je m'excuse, je dois sauter quelques questions parce qu'il y a des gens qui reviennent. Une question de Mme Julie Jaudoin. Bonjour, j'aimerais que le maire puisse répondre à ma question suivante. Vous avez fait un long discours public lors de la dernière séance sur le simple fait de ne pas faire de rassemblement. Vous avez insisté pour que les gens restent chez eux. Vous avez déclaré publiquement avoir demandé personnellement à la police en tant que président de la régie de police et en votre nom d'émettre un constat d'infraction pour tout rassemblement. Nous comprenons que vous gardiez vos petits-enfants et soyez-en très fiers. La question est sur le fait qu'il y a une différence entre demeurer dans le cadre de porte pour prendre les petits-enfants qui se lavent les mains avant de partir avec papy et mamie, mais de rester à souper pendant des heures avec deux anges et héros du système de la santé. Pour souper, ce n'est pas ce que l'on s'attend de notre maire, tout comme de notre premier ministre. OK. Alors, la directive du premier ministre, au moment, lorsqu'il parlait des gens du service de la santé, le premier ministre avait mentionné qu'il y avait des services de garde spécialisés pour ces gens-là. Et il avait bien précisé que c'était un plan B et que ces gens-là, s'il y avait un plan A, de le prendre. Alors, après discussion avec les enfants, après discussion avec le bureau de notre député, parce que je voulais m'assurer ce qu'on faisait était d'une directive du gouvernement, ce qu'ils m'ont affirmé. Alors, effectivement, on a décidé de garder nos petits-enfants. Il faut comprendre une chose, c'est que la garderie spécialisée ferme à 18 heures. Mes deux enfants terminent à 19 heures. Alors, ça causait un problème. Ça voulait dire qu'il aurait fallu sortir une personne du service de soins, de la santé, pour aller chercher l'enfant. Et de toute façon, ce n'était pas le plan A. Alors, on les a pris. Ça nous mettait à risque, effectivement, parce qu'on sait que les gens du service de la santé sont plus à risque peut-être que nous, mais c'est un risque qu'on a décidé de faire. C'était une chose légale qu'on a fait, et voilà. Alors, écoutez, nous, ce qu'on a fait, on l'a fait dans le bien-être de s'assurer que deux personnes de la santé ne tombent pas malades, parce que les petits-enfants ont été dans une garderie spécialisée avec d'autres enfants qui auraient pu être porteurs du COVID, qui l'auraient donné à nos petits-enfants à leurs parents, et se retrouver avec une infirmière puis un ambulancier en congé parce qu'il y aurait eu le COVID. Alors, ce qu'on a fait, c'est légal. Alors, s'il vous plaît. Autre question, monsieur. Je m'excuse, monsieur le maire, je vais vous poser la question qui est sur le même sujet de monsieur Pierre Naud. Ouais. Des rumeurs, bon, on répète un peu, c'est les rumeurs actuellement sur les médias sociaux. La question, je vais préciser, des règlements ont été mis en place en tant que président de la régie, donc on dit un peu la même chose. Je vais sauter à la question. Est-ce vrai que vous avez passé plusieurs heures chez votre fils pour le souper de Pâques? Et si c'est le cas, allez-vous vous donner une contravention à titre exemplaire? C'est incroyable comment il faut répéter. Alors, ce qu'on a fait, on l'a fait légalement. On était chercher nos petits-enfants chez mon fils parce qu'on les amenait à la maison. Puis à 6h30, on était à la maison. Alors, s'il vous plaît. Autre question. Question de M. André Vrins. Ma question s'adresse au directeur général. Je vous adresse la question, M. le maire. Vous verrez rediriger en 3 volets. Elle porte sur la liste électorale pour un district en particulier. Pouvez-vous me dire si c'est une tâche simple que de tresser une liste électorale pour un district en particulier? Comment ça se monte?
2, pouvez-vous nous dire s'il y a eu une résolution du Conseil accordant à M. Corriveau d'obtenir cette liste? Et 3, pouvez-vous vous rassurer que M. le maire n'a pas eu d'autorisation préalable et qu'il ne détient toujours plus cette liste? Alors, je vous renvoie les questions, M. Saint-Onge. Alors, pour la première question, il s'agit d'un petit exercice quand même qui a pris un certain temps. Il fallait exclure la liste des rues par district électoral de la liste qui était en ordre alphanumérique pour l'ensemble de la municipalité. Donc, ça a pris un certain temps. Une fois le travail exécuté, M. Corriveau n'a pas obtenu de résolution, mais cependant, les orientations du DGEQ étaient à l'effet qu'il recommandait fortement une résolution et non pas une résolution pour permettre de faire des appels. Le point, cependant, était prévu à l'ordre du jour du comité plénier de la semaine du retour de Pâques où le Conseil aurait été saisi de l'information. Donc, il n'y a pas de résolution, mais il ne devait pas avoir une résolution. Elle était fortement recommandée. Et je peux vous rassurer, M. le maire nous a retransmis la liste qu'il a utilisée. Cependant, comme chef du parti, il peut être en possession de listes électorales, mais respecter les directives du DGEQ de ne pas se servir à d'autres fins que la campagne électorale. Autre question. Une question de M. Pierre Boucher. Bonsoir, chers élus. Nous avons appris d'une source sûre que la ville, je pense qu'on l'a déjà eu. Oui, je ne sais pas si M. Pierre Boucher a reposé la question. C'était la même que tout à l'heure. Donc, si M. Boucher, vous n'avez pas eu réponse, vous pouvez me la retourner. C'est peut-être juste un doublon puisqu'elle est écrite copier-coller, donc je vais la passer. Okay. Question de M. Jean-Yves Hiroux. Compte tenu du rapport du paiement de taxes et d'une diminution certaine des revenus, quelle est la situation financière de la Ville et devra-t-on emprunter pour compenser le manque de liquidité nécessaire afin de rencontrer les obligations financières de la Ville? Si tel est le cas, un suivi financier devrait être présenté aux citoyens lors des séances du Conseil. Alors, je sais que M. Saint-Onge, vous travaillez fort là-dessus actuellement. Peut-être si vous avez des pistes de réponse à la question de M. Hiroux. Oui, je peux répondre à M. Hiroux. M. Hiroux, je peux vous confirmer que pour le moment, nous présenterons d'ailleurs la semaine prochaine au Conseil l'état actuel. Comme toutes les villes et municipalités du Québec, nous sommes à revoir l'exercice budgétaire qui avait été prise par adoption de règlement du budget et les prévisions au plan triennal et tout. La COVID a définitivement un effet important sur les finances de la municipalité. Cependant, nous ne sommes pas dans une situation ici à Mont-Saint-Hilaire de devoir emprunter pour arriver à ne pas tomber dans le rouge, dans le négatif si on veut. Les surplus réservés, les fonds devront nous permettre de continuer à faire l'exercice. Bien sûr, tous les dépenses sont revisées, sont évaluées pour le moment. Chaque service rencontre la directrice des finances. Un travail des comités de direction va être fait pour présenter la semaine prochaine. Donc, peut-être nous revenir avec une question si le Conseil ne fait pas déjà d'emblée un suivi le mois prochain. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Mais rassurez-vous, vos finances sont bien gérées et l'administration est saine sur le point de vue financier à Mont-Saint-Hilaire. Il est important de dire également que les deux associations municipales ainsi que la Fédération canadienne des municipalités ont demandé au gouvernement canadien de prévoir un budget de plusieurs milliards de dollars pour les municipalités au Québec et au Canada. Autre question, M. Saint-Onge. Oui, une question de M. Peter Bradley. Est-ce que la Ville va coordonner la réouverture des parcs et leurs modules avec la date de réouverture des écoles et des garderies, soit le 19 mai? Si les écoles n'ouvrent pas avant septembre, quelle date planifiez-vous la réouverture des parcs, considérant qu'on doit faire bouger nos enfants en toute sécurité? Alors, peut-être y répondre, M. Saint-Onge, c'est vous qui suivez les dossiers du COVID, là. Avec plaisir, M. le maire. Oui, on les suit quotidiennement. Ce n'est pas d'heure en heure. Alors, précisons qu'il n'y a pas de lien entre l'ouverture des parcs et des modules de jeu et les écoles. Les écoles, c'est une réouverture reliée à la santé mentale, reliée à l'éducation des enfants en difficulté, dans des situations difficiles, précaires, où des parents devant aller travailler. Donc, ce n'est pas dans le loisir. Malheureusement, il n'est encore pas consigné ou dirigé aux municipalités d'ouvrir les parcs par le ministère de la Santé. Donc, il faut avoir à faire bouger nos jeunes de façon sécuritaire, mettre dans les grands espaces, dans les espaces verts, en prenant des marches, en gardant les mesures, les distances avec les autres amis, alors que les modules de jeu pourraient être vecteurs de transmission.
Donc, on conserve pour l'instant, mais assurez-vous, il y a un comité de coordination qui siège tous les jours et qui se parle régulièrement, même les fins de semaine, pour s'assurer d'avoir un suivi. Et si les consignes sont données par M. Arruda, ça nous fera plaisir d'ouvrir les parcs. Nous avons commencé par le Piémont, qui est un parc linéaire, en espérant pouvoir aller de l'avant. Alors, bref, à l'ouverture des écoles, les modules qui sont situés dans les parcs-écoles seront encore fermés. Ça, il faut être très clair pour ça. Exactement. Parfait. Autre question? Oui. Une question de M. Henri Gazot. Bonsoir, ici Henri Gazot. Le 21 avril, j'ai informé par courriel les membres du conseil qu'un locataire des HLM de la rue Radisson avait été retrouvé mort depuis 3 semaines. Personne n'a accusé réception de cette triste nouvelle qui me semble confirmer les problèmes de gestion et la piètre qualité de vie que j'évoquais en janvier devant le conseil. L'OMH étant un organisme paramunicipal, quelle est votre position vis-à-vis des problématiques qui signalent que plusieurs citoyens de Mont-Saint-Hilaire, locataires en HLM, les appartements sont mal insonorisés, l'application du règlement interne laisse à désirer et un seul employé à temps plein doit s'occuper de l'ensemble du parc? Ce qui peut expliquer, mais non justifier, qu'une personne ne se soit souciée qu'une enveloppe destinée à la personne décédée soit restée devant sa porte pendant des semaines. Alors, il faut savoir qu'on a transféré notre pouvoir municipal à la MRC et en même temps, alors la ville, à part de siéger sur le conseil d'administration, mais Mme Mignier, qui est présidente, elle est là. Je pense que même, M. Gazot, Mme Mignier vous a répondu de mémoire. Alors, peut-être, Mme Mignier, pourriez rajouter des... oui, je vais rajouter. De toute façon, pour l'instant, la compétence à la MRC, elle sera effective, en effet, le 1er janvier 2021. Donc, pour l'instant, l'OMH est encore à l'OMH et avec la SHQ. Donc, un point, M. Gazot, je vous ai répondu à chacun de vos points, que j'ai fait le même parcours que vous nous avez fait par courriel. Donc, j'ai envoyé aux membres du conseil, au DG et aussi aux journalistes, Monsieur Guilbeault, comme vous avez fait aussi. Je trouve que avant de publier ou d'écrire à du monde comme ça, il faudrait d'abord que vous puissiez nous parler. Ben, je vous avais dit la première tentative que vous avez fait lors d'un conseil, vous m'avez appelé et on s'est parlé. Vous m'avez dit, il n'y a pas de problème, je veux travailler avec vous, puis moi je suis là pour les personnes âgées, puis tout ça. Et on s'était entendu que si vous aviez besoin d'un renseignement, de m'appeler. Alors, il est faux et totalement faux de dire que c'est resté pendant des semaines, ok, parce que ce monsieur-là aurait été vu le jeudi avant son décès. Et je vais tenir ça confidentiel. Vous comprendrez que moi, je suis tenue à la confidentialité sur ce sujet. Je vous ai très bien répondu et je vous ai répondu à chacune de vos questions. Fait que si ça vous convient pas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir vous l'expliquer. Ça, c'est une chose. L'autre chose, quand vous dites oui, les HLM ne sont pas insonorisés, effectivement, ils ne sont pas insonorisés. Ça date des années 60, si j'ai bonne mémoire, et que la municipalité n'a absolument rien à voir avec les bâtiments, ni avec sa gestion. La gestion appartient à la SHQ, ça appartient à la SHQ. Et l'OMH gère le parc immobilier qui appartient à la SHQ, donc au gouvernement du Québec. OK? Alors, si vous voulez d'autres renseignements, ben, vous m'appellerez parce qu'ici, on n'a pas à discuter au conseil public des affaires de l'OMH puisque c'est complètement une entité à part de la ville de Mont-Saint-Hilaire, même s'ils sont partenaires avec l'OMH, mais ils n'ont pas la gestion de l'OMH de Mont-Saint-Hilaire. Alors, j'espère que j'ai été assez claire. Et puis, si vous voulez, on pourra, si M. Vincent Guilbeault est prêt à publier ma lettre, qu'il le fasse en toute liberté parce que je réponds très bien à vos questions. Et je trouve ça vraiment très, très désagréable parce que vous aviez une intention de le faire publier dans un journal en mettant nos personnes âgées encore beaucoup plus dans l'instabilité, dans l'insécurité de la façon que vous avez écrit votre lettre. Alors, je suis très déçue de votre part, Monsieur Gazot, d'avoir pu écrire ce genre de contenu sans avoir été cherché à la source d'abord. Voilà. Merci, Mme Mignier. Merci.
Alors, prochaine question de monsieur. Je vais me permettre, je m'excuse de répondre à la question de monsieur No, mais pas pour répondre à sa question puisque j'ai répondu, mais je vais apporter une précision, monsieur le maire. Oui. La question de monsieur No était à l'égard d'une résolution du Conseil, ce que j'ai dit pour le district 5 qui n'était pas nécessaire. Peut-être préciser que si le Conseil est d'accord, le 19, je vous apporterai le point. Oui, je vous apporterai le point pour la séance extraordinaire de pouvoir faire une résolution qui nomme les employés responsables des appels uniquement, tout simplement. Ça viendra clore Est-ce qu'on a fait le tour des appels à ce jour, les employés? Non, c'est du continu. Il y en a qui demandent des appels à toutes les semaines. Oui. Okay. On va préciser qu'on fait aussi de la livraison pour les gens qui sont monoparentales, démunis, les gens de 70 ans et plus, nos aînés. Donc, les gens qui sont dans une situation précaire, on a des services aussi offerts par les employés pour la livraison de différents commerces à Mont-Saint-Hilaire. Système d'appel. Donc, on est présent dans la communauté avec nos organismes. Donc, on pourra faire une résolution en ce sens, puis ça réglera. Très bonne idée. Prochaine question. Madame. Non, avant, je m'excuse, j'ai M. Jean-Yves Hiroux. Je perds le fil de qui a demandé. Je crois que j'ai déjà vu le nom. Dans le cadre de la pandémie actuelle, nous remarquons que plus il y a un niveau de densité élevé, plus il y a des personnes infectées. Le premier ministre a reporté par toutes les municipalités de la CMM, pour toutes les municipalités de la CMM, l'ouverture des commerces et des écoles, ce qui comprend Mont-Saint-Hilaire, logé au fin fond de la 3e couronne. De plus, nous payons une surtaxe sur l'essence et des frais pour le transport en commun sur nos immatriculations. Faire partie de la CMM nous oblige à un certain niveau de densité. Alors, quels sont les avantages de faire partie de la CMM? Il y a plein d'avantages, qu'on pense au transport en commun, qu'on pense au comité agriculture de la CMM, d'avoir une vision du Grand Montréal. Hein. Puis je le dis, puis je le répète, on fait partie de la CMM, c'est pas un choix, hein, ça a été une obligation. Effectivement, il y a eu du questionnement beaucoup à la CMM sur la densité. Semble-t-il que la densité, où il y a beaucoup de densité, il y avait beaucoup de cas infectés, surtout dans les vieux bâtiments, mal isolés, mal ventilés, qu'on retrouvait malheureusement dans des quartiers peut-être plus pauvres. Alors, je ne peux pas nier que la densité peut être problématique dans le cas d'un COVID. Autre question? Oui, les prochaines questions, il y en aurait 6 qui semblent vouloir se regrouper. De Mme Valérie Lendwit, M. Pierre No, Mme France Pellerin et eux, mais avec 5 questions différentes relativement à l'intervention en début de séance. Alors, la question, je vais essayer de vous les résumer puis de voir comment vous voulez répondre à tout ça. Question pour Mme Minier. Avez-vous été victime de violences quelconques, harcèlement, intimidation en tant que conseillère municipale? Question au maire. Après avoir entendu M. Saint-Onge sur les amendements du Code de déontologique, regrettez-vous d'avoir mis en demeure Mme Minier afin de la bâillonner? Est-ce que ces agissements sur les règles de votre code d'éthique, et vous les conseillers, qu'en pensez-vous? Question aux conseillers, serait-il possible de connaître votre opinion concernant la mise en demeure de Mme Minier? Monsieur Corriveau, Madame et Monsieur les conseillers, merci de mettre de l'avant le sujet des soucis de Mme Minier avec Monsieur Corriveau. Nous savons que Mme Minier a été élue sous la bannière du Parti Corriveau et qu'elle a quitté son parti, ainsi que tous les autres conseillers d'ailleurs, suite au manque de transparence de M. Corriveau par rapport à son voyage au Burundi et son désir de se faire payer un salaire s'il devait perdre son emploi. Mme Minier peut-elle lire la mise en demeure de M. Corriveau lui a envoyée? De plus, M. Corriveau peut-il nous expliquer s'il utilise les services du greffier de la ville ou de bureau d'avocat payés aux frais des citoyens pour envoyer ces mises en demeure? Et demande-t-il l'avis de ses collègues avant de faire de telles choses? Et où est-ce à titre personnel? Et pouvons-nous laisser, Monsieur le maire, parler Mme Minier? Nous voudrions l'entendre. Et Monsieur le maire, veuillez cesser de menacer les conseillers. Alors, Mme Minier, ça serait une bonne idée qu'on lise la mise en demeure qui se voulait un avertissement avant tout. Hein? Vous êtes sur silence, Mme Minier. Oui, je sais, je reviens, je cherche juste ma mise en situation. Voilà, je l'ai. Alors, je vais mettre de la lumière un petit peu parce que je ne vois pas clair.
Alors, la mise en demeure a été donc envoyée le 21 novembre. J'espère que si je la lis, Monsieur le maire, que j'aurai pas des représailles par la suite. J'espère que vous allez tenir ça pour compte. OK? Je tiens à le dire parce que aujourd'hui, la confiance... Oui, c'est ça. Alors, nous sommes les procureurs de M. Yves Corriveau, lequel nous a confié le mandat de vous transmettre la présente mise en demeure. De sources fiables, notre client a été informé que lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui se tiendra à la Maison amérindienne le 24 novembre 2019, et où lors de la levée du drapeau le 25 novembre 2019 à l'Hôtel de Ville de Mont-Saint-Hilaire, vous aviez l'intention en réponse à une question préméditée, visant à savoir si vous aviez été déjà victime de violence en tant que conseillère municipale, d'insinuer faussement, et ce, directement ou indirectement de notre client, aurait usé de violence envers vous, qui est non seulement nié, mais comme vous le savez, complètement faux. De même, si vous insinuez à quiconque et devant quelque tribune que ce soit, publique, médiatique, électronique ou même en privé, que notre client a usé de violence physique ou verbale envers vous, sachez formellement que la présente mise en demeure sera invoquée contre vous afin de démontrer clairement que vous étiez mis formellement en garde de vous abstenir de porter atteinte à sa réputation, et ce, de quelque manière que ce soit. Par conséquent, toute peine, sous peine de que de droit, si de façon générale et de matière directe ou indirecte, vous insinuez que notre client a usé de violence à votre égard, alors vous êtes sommé par les présents de vous abstenir de proférer de telles insinuations à son égard. Soyez formellement avisés que nous avons reçu instruction d'entreprendre contre vous des procédures de nature civile en diffamation, et ce sans autre avis ni délai. Par ailleurs, si vous entendez exposer la présente mise en demeure aux médias ou à quiconque d'autre, nous exigerons du tribunal une condamnation pour dommages exemplaires et en abus de droit, puisque nous considérerons alors votre comportement comme étant celui d'une personne malveillante voulant intentionnellement porter atteinte à la réputation de notre client. Si par ailleurs vous contestez les informations reçues à la source fiable qui auraient rapporté erronément les propos que vous aviez tenus et que ceci serait aucunement dans vos intentions, veuillez à ce moment-là de ne pas tenir compte de la présente mise en demeure. Alors, c'est sûr que quand j'ai reçu ça, alors la situation au niveau de la maison amérindienne, puisqu'on est dans les explications, dans la maison amérindienne, on a eu avec Madame Millette une organisation qu'on a fait pour la violence faite aux femmes, puisque c'était la semaine des 12 jours au mois de décembre. Donc, nous avions préparé quelque chose, un panel qui a été organisé par une journaliste qui m'a posé les questions sur quoi je voulais, sur quel sujet sur laquelle je voulais être interrogée. Alors, il a été, et puis ça, j'ai des témoins, hein, bien sûr, il n'a été aucunement question de Mont-Saint-Hilaire, ni de moi, des M. Corriveau, parce que j'avais pas juste M. Corriveau dans la tête, j'avais autre chose à regarder que M. Corriveau. Contrairement à M. Corriveau, qui, lui, au lieu de m'appeler, aurait pu me demander c'était quoi un panel. Et un panel, ça se prépare. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça se prépare et les questions se préparent toujours d'avance. Fait que le sujet, c'était sur la violence faite aux femmes en politique. Ça veut dire que c'était des femmes qui étaient à l'ONU, dans les municipalités, qui ont vécu des violences aussi envers des citoyens envers eux autres. Et c'était général. Il n'y a aucunement question de parler de quoi que ce soit. Alors, si M. Corriveau aurait daigné de me parler au lieu de s'imaginer que j'aurais pu dire ou quoi que ce soit contre lui, alors je trouve que c'est très stupide de sa part d'avoir fait une chose pareille, parce que ça, si c'est pas de la violence, c'est de l'intimidation très claire et très nette. Fait que vous avez insinué, pensé, puisque vous avez questionné et vous avez eu peur. Alors, si j'ai eu de l'intimidation envers vous, je dirais oui, et depuis le Burundi. Et vous le savez très bien parce que moi, j'ai des écrits de votre part que j'ai bien gardés au chaud et que j'ai déjà montré aussi à des avocats, puisque vous pensez que je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi, vous savez pourquoi? Parce que moi, je travaille en dignité. Je travaille parce que pour la ville et non pas pour ne pas faire de scandale dans la ville. Vous en faites pas mal, mais au détriment des autres pour vous permettre à vous, seulement à vous, OK, de vous sortir toujours de l'épingle du jeu
toujours. Votre personne qui est fiable, elle a entendu quoi? J'ai dit une chose, et ça, je le dis, et devant tout le monde, parce que moi, je suis transparente. Et j'ai dit la question. Si la question me vient de l'extérieur, puis qu'on me dit, est-ce que vous avez, vous, vécu de la violence psychologique? J'aurais répondu oui, parce que c'est vrai. Alors, pour ce qui est du reste, et c'était même pas dans mon intention quand vous m'avez envoyé cette fichue mise en demeure qui était complètement désuète de proportions complètement inusitées de votre part. Vous m'avez appelé, je vous aurais répondu, Monsieur Corriveau, je vous l'aurais dit, parce que c'était un panel organisé avec des femmes pour justement reconnaître le travail des femmes qui se font et contre les violences, comment elles s'en sont sorties de ces violences-là. Et vous au lieu. Et ça, je trouve ça pathétique parce que je trouve ça vraiment pas très élégant de votre part, cher monsieur. Surtout envers moi, parce que moi, là, je vous ai toujours soutenu. Parce que vous pensez peut-être que moi, je vous ai pas soutenu. Les gens pensaient vraiment que j'étais même avec vous à 100 000 à l'heure et que ils auraient jamais pensé que j'aurais démissionné de votre parti. Parce que vous n'arrêtez jamais. Alors, si vous n'aviez pas l'intention, Mme Minier, alors dites-vous bien que vous m'avez fait dépenser quelques centaines de dollars. Ben, c'est votre faute, vous m'auriez appelé, je vous aurais Mais évité. Sachez, attendez, là, je vous ai laissé parler, vous allez me laisser parler. Ben oui, allez-y. Sachez que l'information que j'ai eue était assez juste. D'ailleurs, la question que du public a été posée, à savoir si vous aviez eu de la violence au travail, je le savais déjà, cette question-là. Ça veut dire que mes sources étaient pas mal bonnes. Mais ceci étant dit, Mme Minier... Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Sachez une chose. Moi, cette journée-là, j'avais deux choix. Soit je faisais rien, je vous laissais parler, puis je vous poursuivais pour diffamation parce que, en tout temps, n'importe quel conseiller, conseillère, citoyen qui va faire de la diffamation à mon endroit va être poursuivi. C'est clair. Alors, j'avais le choix de rien faire, de vous poursuivre, mais qui a ramené les dépenses de votre part et de ma part, j'ai préféré vous envoyer un avis. Puis ça dit, si vous n'aviez pas l'intention, prenez note que cette lettre est inutile. Mais j'aimais mieux prévenir le coup. Et je pense, et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ben, écoutez, c'est très bien. Si vous ne le regrettez pas, ben, la prochaine fois, prenez le téléphone, ça vous coûtera moins cher. Avec vous, je ne suis pas convaincu, je vous appelle. Moi non plus, ben, encore vous, encore moins. Ben, bref, voilà. ceci voyez, dit, vous venez de confirmer pourquoi je ne vous ai pas appelé. Est-ce qu'il y avait d'autres points, M. Saint-Onge? Les conseillers, là, franchement. Oui. Alors, les conseillers? Moi, j'aimerais intervenir sur un point. C'est sûr, bon, là, il y a imbroglio ici, il y a une impasse. Mais moi, je peux dire de mon côté, c'est sûr que tout ce qui est intimidation, violence psychologique, c'est complètement inacceptable au Conseil. J'ai d'ailleurs envoyé une lettre au directeur général pour rajouter certains points dans notre code de déontologie sur des règles à respecter entre nous. Par exemple, il y en a quelques-uns, je vais les lire, là. À s'abstenir de tenir des propos injurieux et harceler une personne de façon à l'intimider ou de porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité. Après ça, il y avait une autre qui est importante, à favoriser un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement et d'intimidation et de violence. Donc, ces clauses-là, personnellement, j'ai voulu qu'ils soient rajoutées à notre code de déontologie. C'est quand on rentre dans n'importe quel milieu de travail, on veut savoir c'est quoi les règles, puis après ça, on s'adapte à ces règles-là, puis on joue selon les règles. Donc là, c'est écrit noir sur blanc. Fait que d'après moi, ça va être garant pour le futur que s'il y a un non-respect de ces règles-là, ben là, on a finalement un outil pour dire tel conseiller ou le maire ne respecte pas son code de déontologie. Donc, ça nous permet d'avoir ce levier-là, ce qui est très bien selon moi pour le futur. Pour ce qui est du passé, de ce qui s'est passé avec Brigitte, il y a une partie d'information, je pense, Brigitte, que tu pourrais parler sur
Bon, est-ce que c'est de la violence? Est-ce que ton intégrité a été atteinte, etc. Donc voilà, bon, moi je peux dire, je peux parler pour le futur, pour le passé, ben j'étais pas là, donc voilà. Ben, je sais pas, je sais que j'ai pas été toute seule. J'ai eu quand même mes deux conseillers, Sylvain et Jean-Pierre, qui étaient présents. Ils l'ont vu très bien, ils l'ont très bien vu aussi. Je pense qu'ils sont pas aveugles. J'ai mais que mon intégrité a été mise en doute, oui, tout à fait. Moi, il y a eu des citoyens qui sont venus me dire comme quoi j'ai fait un punch et que je voulais prendre la place du maire, chose que je peux vous garantir que j'en veux pas de sa place et j'en ai jamais voulu. Moi, j'ai travaillé de façon à travailler dans une crise au tout départ et ça, c'était le plus important pour moi, justement pour éviter que la ville de Mont-Saint-Hilaire soit encore plus salie que ça l'a été. Fait que moi, j'avais d'autres chats à fouetter, bien d'autres chats à fouetter que de me préoccuper de tout le reste du reste de la ville. OK? Croyez-moi que ça n'a pas été une chose très facile à gérer, surtout que j'avais juste 1 an et demi de pratique. Hein? Alors, je pense que je l'ai quand même malgré tout bien géré avec mes 2 collègues qui étaient présents cet été-là. Puis Émile qui était au loin. Puis il y avait Madame Imbeau aussi à l'époque. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été une chose très facile et surtout le après. OK? Là, on peut pas tout dire, bien sûr, parce qu'il y a des choses que moi, je veux quand même pour l'instant que ça reste confidentiel. Mais je peux vous assurer que moi, j'ai des preuves. J'ai des écrits même. OK? Alors, j'ai pas juste une personne, j'ai des écrits et j'ai des témoins. Mais ça, je voyais, et je tiens à le dire en toute humilité, que je n'en veux même pas, parce qu'en vouloir à une personne comme ça, c'est pas quelque chose qui va non, on peut même pas en vouloir à un homme comme ça qui pense comme ça. Madame Minier, la parole était aux autres conseillers. Mais ils vont l'avoir, la parole, ne vous inquiétez pas. Pour une fois que je peux l'avoir, je vais la garder, la parole. La prenez. Oui, je la prends pour une fois, oui. Je vais la prendre parce que ça fait longtemps que ça mijote. Fait que c'est ça, fait que j'ai quand même travaillé dans le sens de transparence tout le long de cette crise-là. Et les 2 conseillers peuvent en témoigner, ainsi que même notre directeur général, qui a été un atout énorme, et aussi les employés de la ville. Alors, je tiens à féliciter ce monde-là parce que ça a été quelque chose de très difficile à absorber. Alors maintenant, je vais laisser la place à mes collègues de prendre la parole. J'ajouterais que les modifications au code d'éthique ont été suggérées de façon commune entre Mme Minier et moi. Les modifications ont été demandées suite aux turbulences de l'été dernier et suite aussi à certains événements là, qui se sont passés l'été dernier, un petit peu à l'automne également. J'aimerais aussi également dire que la mise en demeure n'est pas nécessairement un processus démocratique dans notre rôle. Notre rôle de conseiller, c'est de mener nos dossiers, c'est d'amener les opinions qui peuvent être divergentes, ça peut être des opinions soit pour un projet, contre un projet, mais le but, c'est de les amener et d'en discuter. Puis je pense que le fait d'avoir une mise en demeure, peu importe laquelle, n'est pas seulement un processus tellement démocratique. Autre commentaire? M. Saint-Onge, je voulais prendre la parole. Oui, je m'excuse d'apparaître à ce moment-ci. C'est juste pour amener une précision aux premières interventions de M. Houle. Juste pour préciser que le code d'éthique n'est pas sorti des nues. On s'est basé sur le projet de loi 49 du gouvernement qui va être adopté sous peu sur l'éthique et aussi avec les décisions et recommandations de la commission municipale dans le dossier de Chambly, ainsi que 2 autres grandes villes dernièrement qui avaient mis leur code à jour. Donc, juste pour préciser que c'est un exercice qui a été fait avec tout ce travail-là. C'est juste pour ajouter ça. Parfait. Autre commentaire, les conseillers? Merci de le dire, M. Saint-Onge, parce que c'est justement ça que je voulais mentionner, qu'on avait aussi beaucoup travaillé avec les dossiers, avec ce qui s'était passé à Chambly. Autre commentaire? Alors, dans ce cas-là, M. Saint-Onge, autre question? Oui, il en reste plus beaucoup. Bien sûr, le débat que vous venez d'avoir a suscité 2 ou 3 questions que je pourrais combiner, mais je vais passer aux questions sur d'autres sujets pour le moment. Moi, vous vouliez continuer. Non, allez-y comme c'est vous. Dans l'ordre tel que soumis. Alors, une question de Jean-Marc Duval. Bonsoir, le procès-verbal du 6 d'avril n'étant pas disponible, nous ne pouvions connaître les sujets abordés sous le point 17.
Pourrions-nous avoir plus de détails sur le futur IGA? Pourquoi nous présenter ce point ce soir? D'où venait l'urgence? Si je me souviens bien, le maire n'avait-il pas parlé lors du dernier conseil de mettre les projets immobiliers majeurs sur la glace? J'aimerais que vous répondiez à cette question-là parce qu'il y a un côté qui est extrêmement administratif et non politique. Alors, puis je suis sûr que vous allez mieux l'expliquer que moi, allez-y. Alors, je tiens à préciser que la demande, premièrement, ce n'est pas un développement immobilier d'envergure, c'est un projet, un terrain. On précise que l'on a apporté des précisions, bien sûr, à l'ordre du jour qui donnait chaque adresse, puis on est en train de voir continuer à améliorer le processus pour la prochaine réunion. Il y avait beaucoup de points parce qu'il y avait 2 réunions de CCU en un seul procès-verbal. Pourquoi les IGA ce soir? La demande de permis est conforme en tout point. Il n'y a pas de demande de dérogation mineure, il n'y a pas de demande de modification de zonage, il n'y a pas de demande discrétionnaire ou d'intérêt autre qu'une demande de permis de processus régulier, comme n'importe quel citoyen qui demanderait de construire une entreprise, une industrie sur le territoire de la ville, peu importe la situation. Donc, le Conseil était dans l'obligation de se prononcer sur les recommandations du CCU qui a eu lieu lors de la dernière rencontre. Malheureusement, le dossier en soi répond à tous les critères réglementaires en place qui sont les règlements en vigueur qui ne sont pas contestés devant les tribunaux, donc les règlements qui sont jugés valides à ce moment-ci. Donc, le Conseil n'avait autre choix que de recommander. Maintenant, il y a un processus administratif qui se suit, qui sera la demande de permis évaluée par les services de l'urbanisme qui émettra un permis advenant que le projet correspond vraiment en totalité avec il y avait, je pense, 2 recommandations du CCU, mais sur l'aspect aménagement paysager et non pas revêtement extérieur et non pas sur les règles applicables au zonage. Puis il faut préciser que dans ce projet, s'il y avait eu une dérogation, ça aurait été remis. Mais comme il est conforme sans dérogation, ben, on a comme l'obligation d'émettre le permis comme tel. Définitivement, les mesures actuelles du gouvernement interdisent, à moins d'une situation urgente, et le terme urgent est vraiment utilisé dans le décret du gouvernement, d'autoriser toute dérogation ou modification qui deviendrait nécessiter l'intervention ou la sensibilisation de dossiers chauds à la population, ce qui n'est pas le cas malheureusement dans ce cas-ci au niveau réglementaire. Le tout est conforme au règlement tel que déposé. Parfait. Autre question? Oui. Question de Mme Jaudoin. Je m'excuse d'insister, Monsieur le maire, mais sans contourner la question cette fois, confirmez-vous avoir soupé à Pâques chez votre fils durant plusieurs heures, contrairement aux exigences de notre premier ministre? Oui ou non? J'ai été chercher mes enfants chez mon fils et à 6h30, j'étais à la maison. Voilà. Autre question. Donc, la question, c'est un peu la même. C'est une double question qui est posée à Mme Minier et à vous suite à l'intervention de M. Pierre-Arnaud. Mme Minier, en quoi le maire a-t-il été violent ou intimidant? Et M. Corriveau, qu'avez-vous donc fait à Mme Minier? C'est une question qui relance peut-être un peu le débat. La question est très bonne. Alors, Mme Minier, si vous voulez bien y répondre, si vous voulez. Si je réponds à la question, ça risque de soulever beaucoup plus de problèmes qu'autre chose, puisque ce sont des écrits que j'ai. C'est des sous-entendus, puis vous savez, quand on subit ce genre de façon de faire, c'est très subtil. Donc, pour la personne qui écrit, peut-être qu'elle ne le voit pas, mais moi qui le reçois, je l'ai lu et c'est écrit. Donc, si je le dis, je pense que ça pourrait vraiment faire très mal, je crois. Ben, moi, je vous suggère, dans ce cas-là, de faire une deuxième plainte au ministère des Affaires municipales. Mais peut-être, oui, ce serait une bonne idée, ça va vous faire bien. La première plainte est tombée, alors ça en dit beaucoup. Je vous invite de toute façon, les plaintes qui ont été faites, malheureusement, elles seront reportées éventuellement, mais peut-être différemment cette fois-ci. Excellent. Monsieur Saint-Onge. Je m'excuse, ce ne sera pas long, j'essaie de comprendre la question. Monsieur, une question de Pierre. Non, Monsieur Gilbert, est-ce que les clauses que vous suggérez sont suite à des expériences que vous avez vécues ou vues au sein du conseil municipal? Est-ce qu'on parle des suggestions de rajouter au code? Moi, où est-ce que j'ai pris ça? C'est qu'il y a plusieurs villes qui ont commencé à refaire leur code de déontologie
dont la ville de Saint-Bruno, il y a eu la ville, je pense que c'est Saint-Lambert aussi qui l'ont refait. Et puis je me suis vraiment inspiré. Eux autres sont vraiment allés dans le micro-management du code de déontologie sur quelles sont les bonnes actions. Fait qu'il y a même un côté positif à la chose. Donc, les bonnes actions qu'on s'attend à avoir avec les collègues, que ce soit une attitude constructive, positive autour de la table, plein de petits détails comme cela. Mais c'est vraiment venu de ça, premièrement. Puis justement, d'éviter ces imbroglios-là, comme on a présentement là, entre le maire et Brigitte, des fois entre collègues aussi, des fois le ton monte, il y a une certaine tension. Fait que c'est important d'avoir justement ces leviers-là pour éviter ces éveils de passion-là. Voilà. Autre question, M. Saint-Onge? Oui, j'en aurais une dernière de M. Jean-Yves Héroux sur le point 22. Que dit le règlement de zonage pour la superficie des commerces pour ce lieu? Donc, je devine qu'on parle du GA, le terrain là-bas. On me parle d'un rez-de-chaussée de 3261 mètres, soit 35 000 pieds carrés, ce qui est conforme au règlement. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas le détail. On pourra revenir. M. Duval peut contacter M. Larivière demain, puis ça lui fera plaisir de lui répondre plus précisément. Et au fur du temps, on verra s'il y a des décisions qui reviennent au Conseil aussi sur le dossier. On pourra donner plus d'infos à ce moment-là. C'était la dernière question. La dernière question. Alors, dans ce cas, je vais demander un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. J'appuie. Monsieur Tanner, Monsieur Hull. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, gardez vos distances. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bye-bye. Merci.